Il y a des gens qui pensent qu'une femme de ménage n'a pas d'enfants, juste des fardeaux, et que les enfants des pauvres naissent déjà en s'excusant d'exister. Mais ce jour-là, dans cette école de riches, quelqu'un a découvert que l'humilité ne se balaie pas avec un balai, et que le cœur d'une mère est capable d'abattre des murs que même l'argent le plus sale n'a jamais réussi à construire. Si tu fais partie de ceux qui aiment une bonne histoire, mets déjà un petit like et abonne-toi. Sinon, tu risques de manquer la suite de ce récit. C'était un matin glacial, le genre de froid qui mord les os et arrache des larmes même à ceux qui jurent être forts. Le portail de l'école Saint-Dominique s'est ouvert à 6h45 précise, avec ce grincement élégant de choses chères, presque comme s'il était chorégraphié. Un agent de sécurité en veste repassée a lâché un bonjour sec de ceux que la bouche prononce, mais que les yeux nient, et c'est là qu'elle est entrée. Madame Yvonnette, 48 ans, uniforme de ménage délavé, cheveux attachés en un chignon fatigué, et ses mains, ses mains, on aurait dit du papier de verre à force de produits chimiques. Mais son regard était ferme comme un rocher au milieu de la rivière. Elle avait beaucoup souffert, mais elle tenait bon. Derrière elle, avec des sacs à dos plus grands que leur dos, arrivaient ses filles, Laura, 9 ans, et Maria, 12 ans. Les filles, tête haute, d'accord? L'école, c'est un lieu pour apprendre, pas pour avoir honte. Elles ne répondirent pas. Elles serrèrent juste un peu plus fort la main de leur mère, comme si elles savaient que cette journée allait faire mal. Et elle a fait mal. « Hé, y a une femme de ménage qui entre avec ses gosses !» cria une femme blonde, perchée sur des talons fins, au téléphone. Le vigile est allé vers Yvonnette. « Madame, vous ne pouvez pas entrer par ici. Ce portail est réservé aux parents. » Elle regarda sur le côté et vit un autre père arriver, en moto, en sueur, avec le sac à dos de son fils sur les épaules. Il est passé sans souci. « Et lui ?» demanda-t-elle sans hausser le ton. « C'est un livreur. Il repart tout de suite. Vous allez rester. » Laura plissa les yeux, faisant semblant de ne pas voir. Maria fit comme si ce n'était pas d'elle qu'on parlait. Yvonnette inspira profondément, mordit sa fierté et fit demi-tour avec ses filles. À l'autre entrée, celle de derrière, il n'y avait ni tapis rouge, ni sourire d'accueil, juste un portail rouillé et une forte odeur d'eau de javel. Ici, voilà, le portail du nettoyage. Là, vous êtes à la bonne place. Dit le même agent de sécurité, plus rapide qu'une mauvaise nouvelle. Maria pleura sans un bruit. Laura fit semblant d'avoir une rhinite. Yvonnette, elle baissa juste les yeux, comme quelqu'un qui sait qu'elle allait encore devoir ravaler beaucoup de choses avant midi. Mais la vie, mon ami, la vie n'en était qu'à écrire le début de ce chapitre. Ce même matin, une réunion du conseil de l'école avait lieu, et un nom improbable figurait sur la feuille de présence. Augusto Brandao, un des plus grands entrepreneurs du pays, veuf, discret, propriétaire de la moitié des immeubles de luxe de la ville, et investisseur principal de l'école Saint-Dominique. Mais ce que personne ne savait, pas encore, c'est qu'il allait sortir de cette réunion pour faire face à son passé. Un face-à-face qui allait bouleverser le futur de 3 femmes qui, jusque-là, étaient invisibles. Et tout a commencé avec un mot, petit, froissé, taché de sauce de cantine, qui est tombé par terre et a été balayé par erreur sous la porte de la salle des professeurs. Là-dedans, quelqu'un l'a lu. Et ce qui était écrit là n'était pas juste une demande. C'était un cri, un appel au secours auquel le millionnaire allait faire un point d'honneur de répondre, avec quelque chose que personne dans cette école n'allait jamais oublier. Moi non plus. Il y a des choses qu'on écrit au crayon, mais que le destin souligne au fer rouge. Et ce petit papier froissé semblait n'être qu'un gribouillis d'enfants affamés. Mais ce qui y était écrit, c'était de la poudre, en attente de l'étincelle pour faire exploser des secrets que personne n'avait eu le courage de dire à voix haute. Le papier était tombé de la boîte à goûter de Laura. En vérité, il y était depuis des jours. Elle le cachait, plié entre une serviette et un pain à l'œuf. Chaque fois, elle pensait le remettre, mais le courage manquait. Ou alors, la honte était trop forte. Ce jour-là, dans le tumulte du déjeuner, où les enfants riches jettent la moitié de leur assiette et les enfants pauvres comptent les grains de riz, le billet a glissé de la serviette et est tombé sous la table.
L'un des agents d'entretien, sans faire attention, l'a balayé sous la porte de la salle des profs. Ironie du destin, ou doigt de Dieu, qui sait. Des heures plus tard, la coordinatrice Natalia entra, ses talons résonnant comme quelqu'un qui n'a jamais lavé ses propres toilettes, et tomba sur le papier. Elle allait le jeter, mais quelque chose, peut-être la culpabilité, peut-être la curiosité, l'a poussé à l'ouvrir. Ce qu'elle y a lu a figé son visage pendant 3 secondes. 3 secondes de silence éternel, jusqu'à ce qu'elle saisisse l'interphone. « Madame Yvonnette, veuillez vous présenter immédiatement à la coordination. » Yvonnette, qui frottait les carreaux des toilettes des garçons à l'eau froide, s'essuya les mains sur son uniforme et y alla. Elle entra doucement. Elle savait que l'odeur d'eau de Javel n'était pas la bienvenue dans cette pièce au parfum français. Natalia était les bras croisés, tenant le billet comme une preuve de crime. « Vous étiez au courant ?» demanda-t-elle sans détour. Yvonnette lut et trembla. C'était l'écriture de Laura, mais le contenu semblait venir tout droit du cœur de l'aînée. « Tati, ma mère est femme de ménage ici. On fait semblant de ne pas être ses filles pour éviter les moqueries, mais en vérité, ça fait mal. Je voudrais qu'elle soit invisible seulement quand on l'humilie, pas quand on a besoin d'elle. Vous pouvez nous aider à sortir d'ici ?» Yvonnette s'est effondrée. Aucune larme n'a coulé, mais son cœur lui était déjà en miettes depuis longtemps. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu qu'elles aient honte de moi. » Ce n'est pas une question de honte, madame Yvonnette. C'est ce qu'on leur fait subir. Pour la première fois, Natalia abandonna son ton de supériorité. Elle s'assit et expliqua « Des mères demandent à ce que vos filles soient retirées du groupe des filles VIP. Elles disent qu'elles contaminent l'ambiance. » Silence. Yvonnette voulait disparaître, ou crier, ou les deux à la fois. Mais ce fut Natalia qui continua. « L'école va devoir réagir. Et moi, j'ai décidé de montrer ce mot à quelqu'un qui peut faire plus que nous. » « Qui ?» Natalia inspira profondément. « Augusto Brandão, Monsieur Brandão, l'investisseur principal de l'école. Il a demandé à voir les cas de vulnérabilité, et j'ai pensé que c'était un bon début. » Yvonnette ouvrit grand les yeux. Quel rapport a-t-il avec tout ça? La coordinatrice esquissa un demi-sourire énigmatique. Plus que vous ne l'imaginez. Et ce même après-midi, une enveloppe fut remise à la réception de l'immeuble d'Augusto, avec le billet à l'intérieur, et une photo. Une photo qui le fit s'arrêter de mâcher en plein dîner, regarder dans le vide, et murmurer un prénom qu'il n'avait plus prononcé depuis des années. Luciana. Luciana. C'était le nom de la mère des filles? Non, c'était le nom de la femme qu'il avait aimée et perdue des années auparavant, et qui, selon le destin, avait peut-être laissé derrière elle bien plus que des souvenirs, quelque chose qui maintenant faisait ressortir les fantômes du placard et bouleversait l'avenir de tous ceux impliqués. Mais qu'est-ce que c'était? Et pourquoi ne pouvait-il pas détacher ses yeux de ces 2 fillettes sur la photo? On dit que le passé est un endroit où l'on ne devrait jamais vivre, mais parfois il revient, sans frapper, enfonçant la porte et tirant l'âme avec lui. Quand Augusto Brandão ouvrit cette enveloppe, il ne vit pas seulement 2 filles avec des sacs à dos, il vit 2 fantômes, 2 visages si familiers que son cœur trébucha dans sa poitrine comme s'il reconnaissait son propre sang. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de mémoire. Une mémoire ancienne, endormie, mais jamais éteinte. Il s'assit lentement dans son fauteuil en cuir. Son dîner refroidissait dans l'assiette, son vin tremblait dans le verre, et lui, il fixait cette photographie comme si elle allait parler. « Maria, Laura » murmura-t-il en lisant les noms inscrits au dos. Mais ce qui le glaça jusqu'à l'échine, ce fut ce qui accompagnait la photo, le billet. Le même billet, écrit d'une écriture tremblante et d'un cœur ouvert, qui semblait avoir été rédigé par l'âme d'une femme qu'il avait bien connue. « Ma mère est femme de ménage ici. » Augusto ferma les yeux. Et là, assis dans le silence de son propre empire, il se souvint de Luciana. Luciana aux cheveux crépus et au large sourire. Luciana à la voix ferme et aux bras chaleureux. Luciana, la seule femme qu'il ait vraiment aimée. Ils s'étaient rencontrés presque 13 ans plus tôt, lors d'un voyage que personne ne croyait qu'il ferait. Il s'était porté volontaire dans un projet social en banlieue, juste par défi, après une grosse dispute avec son père. Il disait vouloir voir l'autre côté de la médaille,
bien qu'il en possédât toute la pièce. Luciana était enseignante bénévole, organisée, idéaliste, belle comme l'aurore. 3 mois de vie commune. 3 mois qui devinrent des nuits, puis des baisers, puis des promesses. Mais Augusto était lâche. Quand son père tomba malade, il rentra précipitamment pour prendre la tête de l'entreprise familiale, et il laissa Luciana derrière lui, sans lettre, sans adieu. « Je reviendrai plus tard », avait-il dit. Il n'est jamais revenu, jusqu'à ce qu'un jour, 6 mois plus tard, il apprenne par un ami qu'elle avait changé de ville et attendait un enfant. Il voulut la chercher, mais son père mourut. Le monde devint un chaos de réunions, d'héritages et de responsabilités, et la culpabilité se transforma en souvenir, jusqu'à ce billet, jusqu'à cette photo. Car là, dans le visage de la fille aînée, il y avait un trait, le même trait que Luciana avait entre les sourcils quand elle était en colère. Augusto se leva, tremblant, se rendit à la bibliothèque, sortit un vieil album contenant les rares photos de cette époque. Il l'ouvrit, et elle y était, Luciana, enceinte, souriante dans une robe jaune. Il en était désormais certain. Cette fille sur la photo pouvait être sa fille, ou plutôt ses filles. 2 visages, 2 noms, 2 passés cousus en silence par la vie. Augusto se rassit, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était de la peur d'avoir tout perdu une fois de plus, la peur qu'il soit trop tard. Le lendemain matin, il appela personnellement la direction de l'école. « Je veux une rencontre avec Madame Yvonnette et avec ses filles. Monsieur Brandon, Madame Yvonnette n'est qu'une femme de ménage. À partir d'aujourd'hui, personne dans cette école n'est juste quelque chose. » Silence à l'autre bout du fil. Augusto raccrocha, regarda encore une fois la photo et murmura « Luciana, si tu peux encore m'entendre, donne-moi une chance, juste une. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que le passé gardait encore bien des secrets, et que Yvonnette n'était pas juste une femme de ménage, elle était la gardienne d'une histoire qui pouvait tout bouleverser, une histoire qui commence avec une naissance et se termine par une promesse non tenue. Mais ça, je te le raconte après. Il y a des silences qui crient plus fort que 1000 voix, et ce que portait Donna Yvonnette, ce n'était pas un secret, c'était une promesse. De celle faite avec la main qui tremble et le cœur qui supplie de ne pas se tromper. Le lendemain matin, alors qu'elle frottait encore la cour de l'école, le soleil à peine levé, Yvonnette fut de nouveau appelée à la coordination. Mais cette fois, ce n'était pas Natalia qui l'attendait. C'était lui, Augusto Brandão. Costume sur mesure, regard fatigué et dans les mains, le billet et la photo. Elle se figea sur le pas de la porte. « Madame Yvonnette, pas besoin de cesser de respirer. Je veux juste parler. » Elle s'essuya les mains sur son uniforme, comme si elle pouvait effacer l'odeur de désinfectant, et entra doucement, comme quelqu'un qui marche sur un terrain miné. Augusto la regarda avec un mélange d'étrangeté et de reconnaissance. « Vous connaissez une femme appelée Luciana ?» Silence. Yvonnette respira profondément. Ce nom semblait faire revenir l'air d'un autre temps. « Je l'ai connue. Plus que ça, je l'ai aidée à accoucher. » Augusto sentit un frisson le parcourir. « Elle a eu une fille, 2. Il chancela, s'appuyant sur la chaise, les yeux embués. « Elles sont... Non, elles ne sont pas vos filles de sang. » Augusto leva les yeux, l'espoir glissa de son visage. « Mais ce sont les filles de la femme que vous avez brisée en partant ?» La phrase tomba sèche, comme une gifle humide. Augusto baissa la tête. « Elle est morte en accouchant, » poursuivit Yvonnette, seule, dans un hôpital public, sans assurance, sans famille, juste moi, sa meilleure amie, la seule qu'elle avait. Il ferma les yeux, respirant profondément. Et ses parents, morts 2 mois plus tôt, accident de bus, juste avant que vous ne partiez. Augusto déglutit difficilement, la gorge nouée comme une pierre. Et les filles, elles sont restées avec moi. Le juge m'a donné la garde provisoire, puis définitive. J'ai promis à Luciana, cette nuit-là, alors qu'elle s'éteignait sur la table, que je m'en occuperais, que je ne laisserais personne leur faire du mal, qu'elles étudieraient, grandiraient, deviendraient tout ce que leur mère avait rêvé. Et vous nettoyez les sols, en élevant 2 enfants qui ne sont pas les vôtres.
Pourquoi? Yvonnette leva enfin les yeux vers lui. Parce qu'être mère, ce n'est pas enfanter, c'est rester, c'est tenir la fièvre, porter dans les bras, écouter les pleurs sans savoir quoi faire. Mais rester. Moi, je suis resté. Augusto resta silencieux. Le silence le plus lourd de sa vie. Et maintenant vous débarquez avec votre argent, votre beau costume, et vous croyez tout régler avec un regard triste. Elle se leva. Les filles ne savent rien. Je ne leur ai jamais dit qui vous étiez. Et je ne le dirai pas, pas maintenant. Mais elle mérite de savoir. Elle mérite une vie sans promesse brisée. Oui, Augusto baissa à nouveau le regard. Elle allait sortir de la pièce. Déjà la main sur la poignée, elle s'arrêta. Si vous voulez aider, alors aidez, mais sans tenter d'acheter le pardon. Et elle sortit. Le silence resta. Un silence rempli de souvenirs et de regrets. Augusto reprit la photo, regarda Maria droit dans les yeux, et comprit, il n'était pas leur père de sang. Mais peut-être pouvait-il encore être autre chose, quelque chose qu'aucune somme d'argent n'avait jamais été, présent. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le pire était à venir. Car pendant qu'il affrontait le passé, une élève riche préparait un piège qui allait humilier Laura et Maria devant toute l'école. Et cette fois, même la force d'Yvonnette ne suffirait pas à empêcher la catastrophe. L'être humain a un talent fou pour déguiser la cruauté en jeu, et une enfant gâtée, sans limite, devient un adulte cruel. Mais avant ça, elle apprend à blesser en souriant. La semaine suivante, toute l'école ne parlait que d'une chose, la fête d'anniversaire d'Isabella Cavalcanti. Fille unique d'un entrepreneur qui vendait même ce que les gens ne voulaient pas encore acheter, Isabella était du genre à ne pas demander l'attention. Elle la faisait livrer. Petite riche au blason brodé sur l'uniforme, voix douce et regard de scorpion. Elle allait avoir 13 ans. Et le thème de la fête, bal des princesses. Mais dans cette école, toutes les filles n'étaient pas traitées comme des princesses. Alors que la majorité recevait des invitations dans des enveloppes ornées de paillettes dorées, Laura et Maria n'attendaient rien. Même pas une pensée. Elles avaient appris à ne pas espérer l'impossible. Mais alors est arrivé l'inattendu. Pendant la récréation, Isabella s'est approchée avec 2 enveloppes roses. Elle les a tendues à Laura et Maria, souriantes comme si elle leur offrait des fleurs. « Vous êtes invités aussi, d'accord? Je veux vraiment que vous veniez. C'est pour toutes les filles de la classe. » Les 2 se regardèrent. Laura serra l'enveloppe contre son cœur, rayonnante. Maria, plus âgée, plus méfiante, plissa les yeux. « Tu es sûr que ce n'est pas une blague? » »« Bien sûr que non. J'essaie d'être plus sympa. Tout le monde mérite un jour de princesse, non ?» dit Isabella, dégoulinante de faux miel. Elles remercièrent et passèrent le reste de la journée entre le rêve et la prudence. Ce soir-là, Yvonnette trouva les invitations dans le sac à dos. Elle lut, relut, tiqua. « Les filles, qui vous a donné ça ?»« Isabella, » répondit Laura, les yeux pétillants. « Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde soit là. Ça sera dans une salle de fête de luxe, et elle veut qu'on vienne. » Yvonnette soupira. Elle sentait que quelque chose clochait. Elle le sentait au fond du cœur, ce pressentiment que seules les mères comprennent. Mais comment leur refuser la chance de se sentir incluses? Elle n'avait pas d'argent pour des robes neuves, mais elle en cousit 2, avec du tissu donné par l'église, une bleu clair, une lilas, simple mais magnifique, façonnée avec amour et fil de foie. Le samedi après-midi, les filles étaient prêtes. Yvonnette leur fit un chignon, un peu de parfum bon marché mais agréable, et appela une voiture. Elle les embrassa chacune, cachant sa peur derrière un sourire forcé. « Si quelqu'un vous fait sentir petite, souvenez-vous que vous êtes grande, ici, » dit-elle en posant la main sur leur cœur. « Et qu'une vraie princesse ne vit pas dans un château. Elle vit dans le courage. » Elles sourirent, montèrent dans la voiture. La salle était somptueuse, tapis rouge, lustres en cristal, serveurs servant du jus dans des flûtes. Et les filles arrivèrent les yeux grands ouverts, le cœur léger. Mais au bout de 15 minutes, tout s'est effondré. Alors qu'elles dansaient timidement près de la table des bonbons, le micro principal s'alluma. Isabella monta sur une petite scène décorée de satin. « Attention, attention! Avant la valse, nous avons un défilé spécial.
des vraies princesses et de leurs assistantes. Des rires éclatèrent. « Laura et Maria, s'il vous plaît, venez ici. » Elles montèrent, sans comprendre. « Applaudissements pour les princesses du ménage !» cria Isabella, en riant à gorge déployée. Et sur l'écran géant derrière elle, apparurent des photos volées, prises dans la cour de l'école. On y voyait Yvonnette à genoux, frottant le sol. On voyait Maria balayer un couloir l'année précédente, quand elle avait aidé sa mère pendant les vacances. On voyait Laura poussant un chariot de nettoyage, un jour où elle jouait à être femme de ménage comme maman. La salle éclata de rire. « Ce sont les princesses de la poudre à laver !» se moqua un garçon. Quelqu'un lança des confettis, mais du genre qui blesse. Et à ce moment-là, Maria descendit de la scène, le visage en feu. Laura la suivit, retenant ses larmes. C'est alors que la porte s'ouvrit, et un homme entra, Augusto Brandão. Personne ne comprenait. Il marcha jusqu'à la scène, saisit le micro des mains d'Isabella, et dit, d'une voix calme, mais tranchante comme une lame, « Je voulais juste voir de mes propres yeux comment une génération de parents absents peut engendrer une génération d'enfants cruels. » Silence. Ce qui s'est passé ici est un crime, une humiliation publique, et cela sera traité comme tel. Isabella se mit à trembler. Et en ce qui concerne ces deux jeunes filles, j'ai une révélation à faire. Tout le monde retint son souffle. Allait-il reconnaître une paternité? Allait-il adopter les filles? Expulser Isabella? Ce qu'il fit fut encore plus inattendu. Ô ChatGPT 10, il y a des moments où le monde entier se tait, juste pour entendre une vérité hurler seule au milieu de la pièce. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Augusto Brandão prit le micro à cette fête. Personne n'osait respirer. Les serveurs s'étaient figés, les plateaux en l'air. Les parents présents tentèrent de masquer leur malaise derrière des sourires forcés. Et Isabella ne savait plus si elle devait descendre de la scène ou disparaître avec ce qui lui restait de dignité. Augusto se tourna vers les filles. Laura tremblait encore, sa robe lilas tachée de crème fouettée qu'on lui avait lancée. Maria retenait ses larmes, les poings serrés comme si elle allait fuir ou exploser. Augusto s'agenouilla devant elle. « Pardonnez-moi, pas pour les autres, mais pour moi. » Elles se regardèrent, perplexes. « Pardonnez-moi d'être arrivé si tard, de ne pas avoir été là avant, de ne pas vous avoir protégé quand c'était mon devoir. » Maria fit un pas en arrière. « On ne vous connaît même pas. » Il sourit, les yeux brillants. « Mais moi, j'ai connu votre mère, et la femme qui vous a élevé est l'une des personnes les plus nobles que j'ai jamais rencontrées. » Autour d'eux, des chuchotements. L'ambiance de fête s'écroulait comme un château de sable sous la pluie. Augusto se releva. « Maintenant, écoutez-moi bien, tous !» Il désigna Laura et Maria. « Ces filles ne sont pas des princesses de contes de fées, ce sont des guerrières de la vraie vie. Et à partir d'aujourd'hui, ce sont mes protégés directs. Je financerai leurs études jusqu'au dernier diplôme, avec tout ce qu'il faut. Transport, soutien scolaire, échanges internationaux, université. » La salle haleta. « Et si quelqu'un ici s'en offusque, qu'il sorte par la même porte qu'il a franchie pour entrer, parce que cette école a désormais une nouvelle direction morale. » Isabella tenta d'intervenir. « C'est absurde, mon père paie la scolarité la plus chère ici. » Augusto se retourna lentement. « Et moi, je suis le plus grand investisseur de cette institution. Ton père paie le toit, mais moi, j'ai acheté la maison. » Silence de tombe. Augusto inspira profondément et se dirigea vers la sortie. Mais avant de partir, il s'arrêta à côté de Maria et Laura. « Vous n'êtes pas obligés de m'appeler papa, ni même oncle, juste quelqu'un qui aurait dû arriver plus tôt et qui ne partira plus. » Et il partit, laissant derrière lui une salle remplie de regards confus, des gens qui n'avaient jamais avalé autant de fierté en une seule soirée, et deux filles qui tentèrent de comprendre si tout cela était un rêve ou un châtiment. Sur le chemin du retour dans la voiture, les deux restèrent silencieuses. Mais ce silence n'était pas douloureux. C'était une digestion, celle que le cœur fait quand il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Yvonnette les attendait à la porte, les yeux cernés et le tablier encore taché. « Alors, mes chéris, ça s'est bien passé ?» Laura courut et serra sa mère dans ses bras. Elle pleura sur sa poitrine, comme on rend la peur et qu'on récupère le réconfort.
Maria arriva juste après, mais resta silencieuse. Yvonnette s'étonna. « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle répondit seulement. « La vie a changé, mais j'essaie encore de croire que c'est vrai. » Cette nuit-là, dans leur chambre, Yvonnette resta à la fenêtre, regardant le ciel pendant que les filles dormaient. Et là, elle décida qu'il était temps de leur dire la vérité. Mais avant cela, elle devait savoir si Augusto était sincère, s'il était plus que de jolis mots et de beaux gestes. Et le lundi matin, quand elle arriva pour travailler, elle eut sa réponse, car à la place de son uniforme gris, il y avait une enveloppe avec un nouveau badge et une lettre, écrite à la main, signée par lui. Mais ce qu'elle y lut allait la bouleverser. Il y a des lettres qui ne viennent pas par la poste, mais par le destin. Et quand Yvonnette ouvrit cette enveloppe, avant même de lire, son cœur était déjà à genoux. Sa main tremblait. Ses yeux hésitaient entre fixer ce nouveau badge ou fuir encore une fois une possible déception. En haut de la page, avec une écriture élégante, de celle qu'on apprend sur du vrai papier, pas sur un écran, il y avait écrit « À Madame Yvonnette de Souza, avec gratitude, respect et une dette ancienne. Augusto Brandon. » Elle inspira profondément et lut « Madame Yvonnette, vous n'êtes pas femme de ménage, vous êtes fondation. Vous êtes pilier, structure, l'unique chose qu'on ne peut pas laisser s'écrouler dans un immeuble entier. Alors que beaucoup nettoyaient le sol de leur propre vanité, vous laviez l'âme de 2 petites filles avec vos mains usées. Et moi, qui aurais dû être père, je n'ai été qu'absence. Aujourd'hui, je veux essayer, pas réparer, mais recommencer. À partir de ce jour, vous prenez le poste de directrice générale de l'infrastructure de l'Institut Brandon, que nous allons inaugurer dans le bâtiment annexe à l'école. Un centre de soutien aux familles à faible revenu, avec des cours, du soutien scolaire, un accompagnement psychologique et juridique. Poste avec salaire digne, une équipe sous vos ordres et une autonomie totale. Les filles bénéficieront d'une bourse d'études intégrale à vie. Et tout ce qu'il faudra, dites-le moi. Je n'essaie pas de payer une dette, j'essaie d'être digne d'avoir connu Luciana, avec tout mon respect, Augusto. Yvonnette s'assit, doucement. La lettre tomba sur ses genoux, et elle pleura. Mais ce n'était pas un pleur de tristesse, c'était un pleur de soulagement, de promesses tenues, de fierté retrouvée. Ce matin-là, elle ne mit pas de tablier. Elle enfila un tailleur simple mais propre, repassé la veille, des chaussures fermées. Et ses cheveux, attachés comme d'habitude, mais avec une touche de rouge à lèvres, discrète, mais pleine de courage. Elle entra dans l'école par la porte principale, celle-là même qu'on lui avait interdite un jour. Et maintenant, elle s'ouvrait avec le sourire. La réceptionniste s'ajusta, gênée. « Bonjour, Madame Yvonnette. »« Bonjour, ma fille. » répondit-elle avec la sérénité de celle qui n'a plus besoin de crier pour être entendue. Dans le couloir, Laura courut vers elle. « Brian, mais maman, maintenant tout le monde veut être notre ami. » Elle sourit. « Le monde n'a pas changé, ma fille, c'est juste l'angle de la caméra. Reste vigilante. » Maria arriva peu après. « Est-ce qu'Augusto va venir aujourd'hui ? » « Je ne sais pas, mais s'il vient, il me verra debout, et non à genoux sur le sol. » Ce même jour, la directrice convoqua une réunion avec les parents. Nerveusement, elle expliqua que l'Institut Brandon serait intégré dans le nouveau projet pédagogique de l'école. Certains levèrent les yeux au ciel, d'autres quittèrent la salle, mais la majorité resta. Et Isabella, elle fut transférée. Ses parents dirent qu'ils avaient besoin d'un environnement plus exclusif. Laura pleura le premier jour sans elle en classe. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. L'après-midi, en rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe dans son sac. À l'intérieur, un mot de la coordinatrice Natalia. « Madame Yvonnette, merci d'être restée. Moi qui parle toujours de méritocratie, j'ai appris de vous ce que signifie vraiment mériter. Signer, quelqu'un qui apprend encore à devenir humain. » Ce soir-là, Yvonnette fit un gâteau, simple, un gâteau de semoule aux fenouilles, mais avec un goût de victoire. Et pendant que les filles dormaient, elle resta à la fenêtre, regardant le ciel, peut-être en pensant à Luciana, peut-être en s'excusant d'avoir mis si longtemps à faire confiance au destin. Mais le destin avait encore un dernier tour dans sa manche, car Augusto
allait faire quelque chose que personne n'attendait, pas même elle. Et ce geste allait te surprendre. Il y a des gestes qui n'ont pas besoin de publicité. Et pourtant, il marque l'histoire comme un coup de marteau sur la pierre. Augusto Brandão, malgré toutes ses actions publiques, n'avait toujours pas trouvé la paix. Ni le nouvel institut, ni les bourses, ni la promotion d'Yvonnette ne comblaient le vide qu'il avait lui-même creusé il y a 13 ans. Luciana le hantait encore, pas comme un fantôme, mais comme une absence qui avait un visage, une odeur, une voix. Et cette semaine-là, alors qu'il finalisait les papiers du centre, il demanda à son assistant « Va dans mon ancien bureau. Il y a une boîte avec un ruban rouge dans l'armoire. Ne l'ouvre pas. Apporte-la-moi. » Le jeune homme revint le même jour. Augusto ferma la porte, s'assit dans son fauteuil, ouvrit la boîte. À l'intérieur, des coupures de journaux du projet social où il avait rencontré Luciana, un vieux t-shirt avec le logo du projet, un bracelet de perles, et tout au fond, une lettre, écrite de sa main à elle, tremblée, mais vivante, sur une feuille de cahier, datée de 4 jours avant l'accouchement. Augusto retint son souffle et lut. Si cette lettre te trouve un jour, Augusto, ce ne sera pas parce que je t'ai pardonné. Ce sera parce que je suis fatigué de garder de la rancune. J'ai voulu t'attendre, je le jure. Mais j'ai tant attendu que le temps m'a écrasé. Je vais avoir mes filles. Oui, mes filles. Des jumelles. Ironie du sort. Ou punition pour t'avoir aimé. Mais je n'écris pas par pitié, ni par colère. J'écris pour te dire que même absent, tu as fait partie. Parce que c'est en pensant à ce que tu ne serais pas que j'ai tout tenté d'être. Je les laisse entre les mains d'Yvonnette, ma plus fidèle amie, la seule qui ne m'a jamais abandonné. Si un jour tu rencontres mes filles, ne dis pas que tu m'as aimé, prouve-le, parce que l'amour, le vrai, c'est ce qui reste. Luciana. Augusto lut la lettre en entier, les yeux inondés. Il ne pleurait pas, il coulait. Il tenait ce papier comme une relique sacrée. Et là, dans ce bureau silencieux, il comprit, tout ce qu'il avait fait n'était pas encore suffisant, car la seule façon d'honorer Luciana, ce n'était pas de dépenser, c'était de faire partie. Le lendemain matin, il alla à l'école, mais pas pour parler à Yvonnette, ni aux filles. Il se rendit directement au bureau de la direction et fit une demande que personne ne comprit d'abord. « Je veux que Laura et Maria puissent porter mon nom. Pardon, vous voulez les adopter, pas légalement. Je ne veux prendre la place de personne, mais je veux leur offrir le droit de choisir. Si elles le souhaitent, elles peuvent porter le nom Brandão. Si elles ne le veulent pas, je l'accepterai. Ben, leur mère adoptive, Madame Yvonnette, elle a déjà mon respect, elle mérite maintenant ma confiance. » Il quitta l'école et se rendit personnellement chez elle. Il frappa à la porte en bois simple. Yvonnette ouvrit. « Je ne savais pas si je venais en ami ou en intrus. Tu es entré comme les deux, » répondit-elle, sérieuse. « Je dois te montrer quelque chose. » Il lui tendit la lettre. Elle reconnut l'écriture immédiatement et pleura. « Je l'ai vue écrire ça, mais je croyais qu'elle l'avait jetée. Elle l'a gardée et maintenant elle est entre mes mains. Tard, mais elle est là. » Yvonnette relut, resta silencieuse de longues minutes, puis leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Augusto ? Je veux faire partie, sans prendre ta place, sans envahir l'espace. Mais, si elles le veulent, je voudrais qu'elles portent aussi mon nom, comme un symbole, comme un pont. » Elle respira profondément. Alors parler. Dans la chambre, Laura et Maria faisaient leur devoir. Augusto entra doucement. « Je peux vous parler un instant ?» Elles hochèrent la tête. Il s'assit au sol, en face d'elle. « Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie, donner son nom à quelqu'un, mais c'est comme offrir ce qu'on a de plus intime, ce qu'on veut léguer. Genre, faire partie de la famille ?» demanda Laura. « C'est ça, mais sans obligation, juste si vous voulez. » Maria resta sérieuse. « Et si on ne veut pas, vous restez tout pour moi, rien ne changera. » Elles se regardèrent. Laura sourit timidement. « Moi, je veux, mais je peux avoir 2 noms. » Augusto sourit à travers ses larmes. « Bien sûr, tu peux tout. » Maria mit plus de temps. Elle réfléchit, longuement, puis dit « Moi aussi, je veux, mais pas tout de suite. Je veux voir si tu restes vraiment. » Il déglutit.
C'est juste. En quittant la maison, Augusto sut qu'enfin, Luciana le pardonnerait. Mais il manquait encore quelque chose, une dernière preuve, un hommage public, symbolique, définitif. Mais avant cela, un événement grave allait bouleverser l'école et menacer le nom des filles. Et Augusto allait devoir choisir, les protéger en silence ou affronter le monde à leur côté. Au ChatGPT 10, le monde tourne, et parfois il tourne avec rage. Juste au moment où Augusto croyait pouvoir enfin respirer en paix, une bourrasque inattendue balaya tout. C'était un mardi ordinaire. Ciel bleu, cours de sciences, file d'attente à la cantine. Laura et Maria grignotaient tranquillement un petit pain au fromage en discutant de leur rédaction de la semaine, quand un murmure se propagea dans toute la cour. « C'est dans le groupe des parents, vous avez vu ? Ça circule partout. Mon père a même appelé la direction. » Maria fronça les sourcils. Elle tourna la tête et vit deux garçons qui la désignaient du doigt. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. L'un d'eux ricanait. « Bah alors, tu savais pas que la serpillière, c'était un héritage familial maintenant ?» Laura blêmit. Et puis, la bombe tomba. Quelqu'un avait fuité des documents internes de l'école, des informations confidentielles, y compris les dossiers de bourse de Laura et Maria. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le titre du message qui circulait dans les groupes WhatsApp des parents. Les filles de la femme de ménage ont tout gratuit. Et en plus, elles veulent le nom d'un riche. Le message prétendait que les filles étaient favorisées injustement, qu'elles jouaient sur la corde sensible pour profiter davantage, que accueillir des enfants issus de milieux modestes dans une école d'élite provoquait une confusion sociale. Et la phrase de fin faisait l'effet d'un coup de poignard. Si elles veulent de la gratuité, qu'elles étudient là où le sol est assorti à leurs chaussures. Explosion. Les groupes de discussion s'enflammèrent. Des parents exigeaient des explications. La directrice convoqua une réunion d'urgence. Augusto, en apprenant la nouvelle, quitta immédiatement une réunion d'affaires et fonça à l'école. Mais contrairement à ce que tout le monde attendait, il n'alla pas dans le bureau de la direction. Il ne prit pas le micro, il ne fit pas de discours. Tu sais ce qu'il fit? Il alla dans la cour. Il trouva Laura et Maria assises sur un banc en pierre, la tête basse, et il s'assit entre elles. « J'ai lu », dit-il simplement. Elles ne dirent rien. Laura s'essuyait le visage avec la manche de son uniforme. Maria était muette. « Vous voulez que je parle? Que je fasse scandale? Que je fasse virer la moitié des parents ?» Silence. « Parce que je peux. Un coup de fil suffit. Mais je suis venu vous demander ce que vous voulez que je fasse. » Maria leva les yeux, un regard solide, malgré la larme suspendue. « Je veux qu'on ne fuit pas, qu'on ne change pas d'école, qu'on ne baisse pas la tête. Je veux pas qu'on me défende parce que je suis pauvre, mais parce que je suis une bonne élève. » Augusto sourit doucement. C'est la réponse que j'attendais. Et il resta là, avec elle. Pas de caméra, pas de grands gestes. Plus tard dans la journée, il alla voir la directrice. Laisser couler, mais organiser un concours de rédaction. Thème: qu'est-ce que la dignité? Monsieur Brandon, avec tout le respect, ce n'est peut-être pas le moment. C'est précisément le bon moment. Et ainsi fut fait. Toute l'école participa, des centaines de textes, mais ce que personne ne savait, c'est que le jury reçut les rédactions sans nom d'auteur. Le jour des résultats, les parents furent conviés à une présentation spéciale. Salle comble, lumière tamisée. La directrice monta sur scène. « Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous récompensons le meilleur texte de notre école. Un texte qui a bouleversé le jury par sa force, sa maturité et sa sensibilité. Un texte qui définit avec précision ce qu'est la dignité. » Pause. La lauréate est Laura de Souza Brandão. Silence. Murmure. Puis des applaudissements. D'abord timides, puis francs. Sincère, Laura monta sur scène, à petits pas, mais avec la posture d'une grande. Elle reçut le certificat et lut son texte à haute voix. La dignité, c'est quand quelqu'un ne te regarde pas selon ton uniforme. C'est quand ta mère lave le sol et que tu te sens quand même au sommet. C'est quand tu sais qui tu es, même quand on dit que tu n'as pas ta place ici. Et c'est quand on t'offre un nouveau nom, mais que tu sais que le plus beau reste celui de la femme qui t'a élevé avec du savon, des prières et du courage. La dignité,
c'est aimer sans cacher. Les larmes coulaient sur des visages qui, jusque-là, n'avaient jamais vraiment posé leurs yeux sur elle. Augusto, au fond de la salle, applaudissait debout. Yvonnette ne retenait plus ses larmes, et Maria, à côté de sa sœur, lui serrait la main comme pour dire « Tu as gagné, pour nous deux ». L'école ne fut plus jamais la même. Ni Laura, ni Maria, ni Augusto, mais il restait encore une chose, un dernier hommage, un symbole, et il allait venir, lors de l'inauguration du nouveau bâtiment, avec un nom gravé, que personne n'attendait. Il y a des gens qui passent leur vie à demander de la reconnaissance, et d'autres qui veulent juste ne pas être oubliés. Mais Luciana, elle n'a jamais demandé ni l'un ni l'autre. Elle voulait seulement que ses filles soient vues avec le même respect que n'importe quel enfant né dans le luxe. Et c'est pour elle, et pour tout ce qu'elle représentait, que ce nom s'est retrouvé là où personne ne l'attendait, gravé dans la pierre. L'inauguration du nouveau bâtiment de l'Institut Brandão devait être un événement discret, comme Augusto les aimait. Mais impossible de garder toute l'école à l'écart une fois que la rumeur a couru. Il y aura un hommage surprise, et ça a à voir avec les filles de la femme de ménage. Le samedi matin, Yvonnette et ses filles arrivèrent main dans la main. Petite robe simple, regard curieux, pas lent. Augusto les attendait déjà à l'entrée. « Bonjour, mesdames », dit-il avec un sourire sincère. Yvonnette haussa un sourcil méfiante. « Dame, monsieur Brandão, qu'est-ce que vous préparez encore ?» Il se contenta de montrer du doigt. Au centre de l'entrée principale, une plaque recouverte d'un tissu bleu. Autour, les directeurs, professeurs, quelques journalistes et de nombreux élèves. Augusto prit le micro. « Avant de révéler ce nom, je voudrais dire une chose. » Silence. Cette école enseigne les mathématiques, le portugais, même le français. Mais, jusqu'à récemment, elle n'enseignait pas l'humanité. Dans l'assemblée, des gens se remuèrent sur leur siège. Je ne suis pas ici pour sauver qui que ce soit. Je suis ici parce que j'ai été sauvé. Par un souvenir, par une promesse, et par 3 femmes qui m'ont appris plus que n'importe quel livre. Il regarda Yvonnette. Certains pensent que l'éducation, c'est une question de sang. Mais vous m'avez montré que c'est une question de présence, de courage, d'amour. Elle baissa les yeux, les larmes au bord des cils. Augusto tira le tissu bleu. Et là, en lettres dorées, on pouvait lire « Institut Luciana de Souza. L'éducation est le nom du futur ». Un silence traversa la cour comme un coup de vent. Puis, des applaudissements. Des vrais, des forts, des vibrants. Des applaudissements qui remuaient non seulement l'air, mais tout le passé. Laura et Maria restèrent figées, le regard fixé sur le nom de leur mère biologique qu'elles n'avaient jamais connue. Mais qui, maintenant, entrait dans l'éternité? Yvonnette tremblait. « Oh, pourquoi? Pourquoi ce nom Augusto ?» Il respira profondément. Parce que tout a commencé avec elle. Parce qu'elle a rêvé de cet avenir, en sachant qu'elle ne le verrait peut-être pas. Parce qu'elle a cru que ses filles allaient changer le monde. Il prit la main d'Yvonnette. Et parce que vous avez fait en sorte que ce rêve continue, avec du désinfectant, de la douleur, des prières, mais sans jamais abandonner. Les caméras filmaient, les élèves écoutaient, les professeurs pleuraient. Mais Augusto ne regardait aucun objectif. Il regardait les filles. Laura, Maria, ce nom ici n'est pas seulement celui de votre mère, c'est aussi le vôtre. Et à partir d'aujourd'hui, c'est celui du monde entier. Les 2 filles s'approchèrent de la plaque et l'enlacèrent, comme on enlace une mémoire. Yvonnette s'approcha à son tour, toucha les lettres dorées de ses doigts usés mais forts, et murmura « Tu as gagné, ma sœur, et moi, j'ai tenu parole. » En sortant, un journaliste demanda à Augusto « Monsieur Brandão, allez-vous profiter de ce moment pour faire la promotion du groupe Brandão ?» Il répondit sans hésiter « Il y a des marques qui vendent, et il y a des noms qui transforment. Moi, j'ai choisi le 2e. » Et il partit main dans la main avec les filles. Ce soir-là, Yvonnette écrivit dans un vieux cahier qu'elle gardait près du lit. Aujourd'hui, son nom est devenu Pierre. Mais son amour, c'était déjà un monument depuis longtemps. Elle ferma le cahier d'un soupir. Mais l'histoire n'était pas terminée, car quelques jours plus tard, une lettre anonyme arriva à l'école. Et à l'intérieur, quelque chose qui allait tout bouleverser. Encore une fois,
et mettre Yvonnette face à une décision impossible. Il y a des lettres qui ne viennent pas pour raconter, elles viennent pour secouer. Et celle-là, dans son enveloppe brune, avec son papier jauni et son écriture tremblante, elle n'avait pas de nom d'expéditeur, mais elle portait l'odeur âcre d'un passé jamais vraiment enterré. La coordinatrice Natalia la trouva dans la boîte aux lettres de l'école, entre tracts publicitaires et factures. Elle pensa d'abord à une simple demande de bourse, mais en l'ouvrant, elle sentit son estomac se retourner. Elle lut, puis relut, et appela Yvonnette sur-le-champ. La responsable, désormais superviseur général de l'Institut, entra dans le bureau avec une posture solide, digne. « Qu'est-ce qu'il y a, Natalia ?» La coordinatrice ne dit rien. Elle lui tendit simplement la lettre. Yvonnette la prit et lut, à voix basse. À chaque ligne, son visage changeait, son menton tremblait, ses mains devenaient moites, et ses yeux se remplissaient d'un passé qu'elle n'avait jamais voulu revoir. « Madame Yvonnette, je m'appelle Dalvina. Je suis la sœur de Luciana. Je sais que vous avez élevé les filles. Je sais ce que vous avez fait, et je vous en suis reconnaissante. Mais je dois vous révéler une vérité. Luciana n'est pas morte en accouchant. Elle a survécu. Pendant 2 ans. Elle vivait cachée, par peur. Elle disait que si le père de ses filles apprenait, il pourrait vouloir les lui enlever. Cette peur la rongeait. Vous ne le saviez pas parce qu'elle a disparu. Je n'ai appris sa mort que récemment, en voyant un reportage sur l'Institut à la télévision. J'ai vu les filles, et j'ai décidé d'écrire. Avant de partir, car je suis malade, je pense que la vérité mérite d'être dite. Pardonnez-moi de l'avoir gardée si longtemps, mais maintenant, tout est entre vos mains. Yvonnette acheva la lecture, haletante. Elle n'est pas morte à l'accouchement ? Natalia fit non de la tête, en silence. Yvonnette avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. 2 ans où Luciana avait été en vie, et elle l'avait crue morte. Elle ne me faisait plus confiance. Elle n'a pas cherché à me voir. La coordinatrice voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Yvonnette sortit du bureau comme si elle marchait dans un couloir sans fin. L'école tournait autour d'elle. Les murs semblaient se refermer. L'histoire qu'elle avait toujours crue vraie venait de s'effondrer. Le soir, chez elle, elle resta à table sans toucher son assiette. Les filles remarquèrent. « Tout va bien, maman ?» demanda Maria. Elle força un sourire. « Oui, ma fille, juste fatiguée. » Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était une désorientation. Cette nuit-là, elle écrivit 3 lettres dans son cahier, une pour Laura, une pour Maria et une pour Luciana, qu'elle savait qu'elle ne lirait jamais. « Luciana, pourquoi tu n'es pas revenue ? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais morte ? J'ai pleuré ton enterrement, qui n'a jamais eu lieu. J'ai élevé tes filles dans l'ombre de ton absence. Je me suis accroché à la promesse faite sur un lit froid. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce que j'ai fait une promesse qu'il ne me revenait pas de tenir ? Est-ce que j'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas ? » Le lendemain, elle alla voir Augusto. Elle lui raconta tout. Il resta figé. « Luciana, en vie pendant 2 ans ? » ?»« Oui, et personne ne l'a su, pas même moi, pas même toi. » Augusto se passa la main sur le visage. « Elle avait peur. De moi ? Elle pensait que tu pourrais lui enlever ses filles. » Silence. Augusto avala difficilement. « Je ne l'aurais jamais fait. Elle ne le savait pas. Et aujourd'hui, peut-être que moi non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle le fixa droit dans les yeux. Et si sa sœur voulait maintenant récupérer les filles, l'air devint lourd, presque irrespirable. « Mais tu as la garde légale et une conscience meurtrie. » Tous deux savaient ce que cela voulait dire. Un éventuel procès, un combat, un cauchemar. Mais avant qu'aucune procédure ne commence, une autre lettre arriva. Cette fois, elle venait d'un hôpital, signée par un infirmier à la retraite. Elle confirmait que Luciana avait bien été admise 2 ans après l'accouchement, sous un faux nom, et qu'elle était décédée d'une infection généralisée. Dans son dossier, un seul contact était inscrit, Yvonnette de Souza, mais personne ne l'avait jamais appelée. Le système avait échoué, et Luciana avait été enterrée comme indigente. Yvonnette s'écroula à genoux. Elle pleura comme jamais. Elle savait enfin toute la vérité. Luciana avait tenté de revenir, mais elle n'en avait pas eu le temps. Et Yvonnette
l'avait su 13 ans plus tard, mais il y avait encore un dernier élément dans la lettre de l'infirmier, un objet trouvé sur le corps, gardé pendant toutes ces années, un collier avec 2 lettres, L and M, Laura et Maria, et avec lui un petit mot, protégé dans un sachet plastique. Pour mes filles, si un jour elles me cherchent, dites-leur que j'ai essayé, mais que je n'ai pas pu, et qu'Yvonnette est la femme la plus courageuse que j'ai connue. Une mère, pas de sang. Mesdames, la vérité faisait mal, mais elle libérait aussi. Yvonnette serra ce mot contre sa poitrine comme si elle serrait Luciana elle-même, et elle comprit, elle n'avait rien volé, elle avait accompli. Mais maintenant, une autre décision l'attendait, dire la vérité aux filles, ou la garder, à jamais. Et ce choix, mon ami, n'allait pas être facile. Il y a des vérités qui, quand elles touchent le cœur, pèsent plus lourd qu'un rocher. Et Yvonnette portait désormais 2 poids, la douleur d'avoir découvert que Luciana avait survécu, et celle qui lui murmurait chaque nuit, « Dis-leur ». Mais comment dire à 2 jeunes filles que leur mère n'était pas morte à la naissance, qu'elle avait vécu 2 ans cachée, et qu'elle ne l'avait jamais pu revoir? Comment expliquer que, pendant 13 ans, ce qu'elle croyait vrai n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus déchirante? Pendant 3 jours, Yvonnette se mura dans le silence. Elle faisait semblant que tout allait bien. Elle souriait quand les filles rentrèrent de l'école. Elle demandait comment s'était passé le cours de sciences, le goûter, la récréation. Mais le soir, elle écrivait des lettres, une pour Laura, une pour Maria et une pour Luciana encore. Dans l'une de ces nuits, alors qu'elle griffonnait en silence, Maria entra dans la chambre, à pas feutrés. « Maman, ça va ?»« Oui, ma fille, j'ai juste la tête ailleurs. Depuis la lettre, n'est-ce pas ?» Yvonnette sursauta légèrement. « Comment tu sais qu'il y avait une lettre ? J'ai vu la coordinatrice te la donner, et je t'ai vu sortir du bureau, blanche comme un drap, et depuis, tu ne me regardes plus vraiment dans les yeux. » Silence, long, douloureux, inévitable. Yvonnette respira profondément. « Assieds-toi, ma fille. » Maria s'assit au bord du lit. « Ce que je vais te dire n'est pas facile, mais c'est nécessaire. » Laura entra à son tour, avec son ours en peluche dans les bras. « Ah, c'est un secret. Moi aussi, je veux entendre. » Yvonnette ferma les yeux, saisit les mains des 2. « Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur votre maman biologique, qu'elle était morte en vous mettant au monde ?» Elles acquiescèrent, graves, silencieuses. Ce n'était pas totalement vrai. La pièce se figea, comme si les murs avaient retenu leur souffle. « Votre maman a survécu à l'accouchement. Elle a vécu encore 2 ans, mais elle avait peur. Elle pensait qu'on viendrait vous lui enlever, qu'on l'accuserait, qu'on vous séparerait. Alors, elle s'est cachée. » Laura ouvrit de grands yeux. Maria, elle, resta figée. Elle ne m'a pas appelé. Et moi, je ne l'ai jamais retrouvée. Je croyais qu'elle était morte, et je l'ai su, seulement maintenant, 13 ans après. « Mais pourquoi elle avait peur de nous ?» murmura Laura. « Elle n'avait pas peur de vous, mon amour. Elle avait peur du monde, des gens. De perdre ce qu'elle avait de plus précieux, et au final, elle l'a perdu quand même. » Maria baissa la tête. « Elle ne voulait pas nous voir? Elle le voulait, mais elle n'a pas pu. Elle a laissé un mot, elle a dit qu'elle avait essayé, et qu'elle m'avait choisi, qu'elle avait confiance en moi. » Yvonnette sortit le collier, celui avec les lettres L en M. Elle a gardé ça avec elle jusqu'à la fin. Laura le prit doucement entre ses doigts. « Je peux le garder ? » « Bien sûr, mon cœur. Il est à vous 2. » Maria, toujours silencieuse, demanda enfin. Elle nous aimait ? Plus que tout. Mais sa peur était plus rapide que le temps. Les filles pleuraient, et Yvonnette pleurait avec elles. Mais dans cette étreinte-là, il y avait plus que des larmes. Il y avait la guérison. Le lendemain matin, Laura partit à l'école avec le collier autour du cou. Et devant toute la classe, elle dit à sa professeure, « Ceci est un souvenir de ma mère biologique. Mais celle qui m'a appris à marcher, à lire, à prier, c'est ma maman de cœur. Aujourd'hui, j'ai 2 mamans, une au ciel et une à la maison. » Augusto, dans le couloir, entendit cette phrase, et ses yeux s'embuèrent. Plus tard, il emmena les filles au cimetière. Ils cherchèrent la tombe de Luciana. Elle était simple, sans fleurs, sans nom complet. Augusto ordonna qu'on la remplace. Sur la nouvelle pierre, on grava
Luciana de Souza-Mère, femme, courage en forme de silence. Ses fruits fleurissent chaque jour, et ceux qui l'ont aimée ne l'ont jamais oublié. Yvonnette, agenouillée devant la pierre tombale, murmura « Maintenant, tu peux te reposer. Et moi aussi. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, Maria prit la main de sa mère adoptive. « Tu ne nous as pas perdus, maman, tu nous as gagnés. » Mais l'histoire n'avait pas encore dit son dernier mot, car Augusto préparait une proposition, une qui mettrait Yvonnette au cœur d'un projet national. Mais pour cela, elle devrait quitter l'école, quitter la stabilité et affronter le monde. La question était, accepterait-elle? Il y a des propositions qui ne viennent pas avec un contrat, elles viennent avec un vertige. Et c'est ce que Yvonnette ressentit quand Augusto frappa à sa porte un matin de dimanche avec une enveloppe à la main et un regard qui ne laissait aucun doute. Ce qu'il allait dire allait tout changer. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, plus solennel que jamais. Elle ouvrit, méfiante mais calme. « Je t'écoute. » Ils s'assirent à la table, la même où elle servait ses filles chaque soir. Augusto posa l'enveloppe sur la nappe et dit « Tu te souviens du projet que je t'avais mentionné, celui d'extension de l'Institut Brandao à d'autres villes ?» Elle hocha la tête. « On a reçu l'approbation, subvention nationale, partenariat comme municipes, école publica et privada. » Elle fronça les sourcils. « Et moi, dans tout ça ?» Il poussa doucement l'enveloppe vers elle. « Le conseil a voté à l'unanimité. Et moi, j'ai insisté, parce qu'il n'y a personne d'autre à qui je confierais ça. » Elle ouvrit, à l'intérieur, un contrat. Titre, nomination, directrice nationale des programmes sociaux de l'Institut Brandão. Avec salaire, équipe, carreau official, logement nas capité onde ouvert implémentation. Mais surtout, liberdade totale para desenhar o modelo. Je ne veux pas que tu continues juste limpando feridas dentro de uma escola. Eu quero que você cure estruturas. E ninguém entende melhor de estrutura do que quem dia limpou o chão dela. Ele resta silencieuse. Tu veux que je parte, c'est ça, murmura-t-elle. Non, je veux que tu avances. Et mes filles, leur école, leur stabilité, leur maison, notre routine, elles viendront, comme tutoras, apoio psicológico, educação flexível, sem perder nada. Mas com a chance de ver que a força da mãe delas pode tocar milhares, Yvonnette fixa le contrat. Elle sentit les battements de son cœur résonner dans ses tempes. Elle pensa aux heures de ballet, aux moqueries, aux soirs sans Janta, aux promesses à Luciana. Puis regarda Augusto. « Et si je refuse, tu seras sempre o meu maior exemplo. Mas se você aceitar, sera o maior exemplo do país. » Le soir, elle réunit les filles, leur expliqua. Laura pleura. « Je veux pas quitter mes amis. » Maria écouta, droite. « Tu vas changer la vie de plein de gens, maman. Et moi, je veux être comme toi. » Yvonnette passa la nuit sans dormir, assise sur le canapé. À 6 heures du matin, elle ouvrit le cahier et écrivit « Luciana, tu m'as laissé avec un monde à reconstruire. Je croyais que c'était juste une promesse entre nous deux, mais aujourd'hui, je comprends que c'était une mission. » Elle signa. Le lendemain, elle renvoya l'enveloppe. Avec une note à la main, « J'accepte, mais je viens avec mes cicatrices, mes prières et mes filles. » Et c'est ainsi que Yvonnette de Souza, ex-femme de ménage, devint l'une des femmes les plus influentes du pays en matière d'éducation sociale. Et partout où elle allait, elle portait dans son sac un collier aux lettres LNM, et dans son cœur, le souvenir d'une sœur, la force de 2 filles et le regard silencieux de toutes celles qu'on a un jour appelées invisivi, fin.